On a retrouvé un corps dans les buissons près du poste de police de Kendra, sur un terrain vague. C'est un routier qui l'a découvert en faisant un demi-tour. C'était le corps d'une femme. Elle était en position fétale. Elle portait un haut noir et une paire de bottines noires également. La rigidité cadavérique avait commencé à s'installer, ce qui signifiait qu'elle était là depuis 4 à 6 heures sûrement. Le corps présentait des plaies faites à l'arme blanche au niveau de l'estomac et du dos, et on lui avait tranché la gorge. La quantité de sang retrouvée sur la scène de crime ne correspondait pas avec le nombre de blessures sur le corps de la victime, ce qui m'a fait penser qu'elle n'avait pas été tuée à cet endroit, que le corps avait été déplacé. En examinant cette seconde scène de crime, on a relevé des traces de pneus. Apparemment, il s'est dirigé vers l'endroit où le corps de la victime a été retrouvé. Il a fait demi-tour et s'est éloigné. On a également relevé des traces de pas, qui à première vue avaient été laissées par le même individu. Ces empreintes venaient a priori de l'endroit où il y avait la porte du conducteur, puis faisaient le tour du corps et revenaient au même endroit. On a pu établir que les empreintes retrouvées sur la scène de crime n'étaient pas celles du routier, ce qui nous a fait penser que ces traces de pneus et de pas étaient celles de l'agresseur. J'ai photographié des empreintes de chaussures et de pneus. On pensait être en mesure par la suite de les comparer à celles d'un éventuel suspect. On a aussi mesuré l'écart entre les pneus, c'est-à-dire la largeur de l'essieu. Si on parvenait à localiser le véhicule, on pourrait comparer cet écart mesuré sur la scène du crime à celui de la voiture du suspect. Cependant, afin d'identifier le suspect et de le confondre avec sa voiture et ses chaussures, les inspecteurs doivent d'abord identifier la victime. Nous n'avions aucune information, pas de portefeuille, rien pour nous aider. J'ai donc pris des photos du corps. Sa façon de s'habiller indiquait que la victime venait de Fortitude Valley, le quartier des prostituées de Brisbane. On a envoyé les photos au poste de police de la zone et elle a pu être identifiée. Il s'agissait de Jasmine Craterne, une prostituée connue des services de police. Pendant l'autopsie, on a découvert au moins 14 blessures par arme blanche d'environ 2,5 cm de large, allant jusqu'à 16 cm de profondeur, ce qui signifiait que l'agression avait dû être très violente. L'arme du crime devait mesurer entre 15 et 17 cm de long. La lame ne devait pas être crantée, mais plutôt lisse de type poignard. La victime ne présentant aucune trace de lutte et le rapport toxicologique n'indiquant la présence d'aucune drogue, elle a probablement été attaquée par surprise. La victime était à moitié nue, c'est pour ça qu'on a pensé que son agresseur pouvait vraisemblablement être un de ses clients. De par la nature de leur travail, les prostituées sont amenées à avoir un très grand nombre de clients, ce qui nous laissait donc un large panel de suspects à éliminer. Afin de réduire le nombre de suspects ou de trouver des personnes qui auraient connu ou voulu tuer Jasmine, les inspecteurs se rendent au Red Light District. On leur a expliqué qu'on ne s'intéressait pas à leur emploi du temps détaillé, mais qu'on cherchait à élucider le meurtre d'une femme, ce qui a délié les langues. On a découvert qu'avant l'agression, Jasmine portait une mini-jupe avec une veste beige et qu'elle avait un sac à main noir. On a aussi appris qu'une de ses collègues, Renée, lui avait prêté un haut noir. Celui qu'elle portait ce soir-là appartenait donc à cette femme. Jasmine Craterne, une prostituée de Brisbane, a été sauvagement assassinée. Puis son corps a été transporté et abandonné sur un terrain vague. Son corsage et ses bottines sont examinés afin de recueillir d'éventuelles traces d'ADN de son agresseur. Sachant de quelle manière la victime était habillée la nuit du crime et dans l'espoir d'identifier la silhouette du meurtrier, les policiers passent au crible les bandes vidéo enregistrées par les caméras de surveillance de la ville.
Visionner ces vidéos était un travail de longue haleine, mais c'était important, car on a pu voir Jasmine à la caisse d'une station-service. Mais sur cette vidéo, Jasmine est seule. Il est 20h32 et la police sait qu'elle a rencontré son agresseur 3 à 8 heures plus tard. Mais un suspect sort du lot. On a enquêté sur cet homme et on a appris qu'il venait juste de sortir de prison pour coups et blessures à l'arme blanche. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Le rapport de police sur le meurtre d'une prostituée de 41 ans, Jasmine Cratern, indique qu'elle a reçu plus de 20 coups de couteau. En définitive, c'était une agression d'une violence inouïe. Le corps dénudé de la victime a été retrouvé par un routier jeudi sur un terrain vague. Les inspecteurs chargés de l'affaire pensent qu'il ne s'agit pas de la scène du crime. Des traces de pneus se trouvant à côté du corps de Madame Cratern sont en cours d'examen. Concernant les empreintes de pneus laissées sur les lieux, nous n'avions malheureusement pas de données sur ce type de pneus. Il fallait donc aller chez tous les fabricants afin de pouvoir les identifier. Au début, nos recherches pour identifier ces pneus n'ont pas été très fructueuses. Mais les caractéristiques de base et la forme des rainures indiquaient qu'il s'agissait de pneus généralement utilisés pour les véhicules utilitaires légers, les camionnettes. Les inspecteurs se tournent alors vers les empreintes de chaussures. On a envoyé des photos à un officier de police en charge d'une base de données répertoriant les différents styles et formes de chaussures. L'empreinte a été identifiée comme provenant de boots, qui sont des chaussures de travail classiques portées par de nombreuses personnes. On a ensuite pris contact avec le distributeur, ou du moins le représentant de cette marque dans la région de Brisbane. Cette personne nous a fourni quelques informations, notamment que les impressions sur la semelle se faisaient depuis 30 ans. Et par conséquent, les recherches pour retrouver le propriétaire de ces boots n'aboutiraient pas. Cependant, c'était un bon point de départ pour faire le rapprochement entre les empreintes et un suspect. Et cette personne vient de se faire connaître. On nous a dit qu'un ex-petit ami de Jasmine l'avait maltraité dans le passé. On a donc fait des recherches sur cet homme et on a appris qu'il avait commis un meurtre, ce qui a éveillé nos soupçons. On l'a retrouvé et interrogé plusieurs fois. À l'issue de ces interrogatoires, il a été mis hors de cause parce qu'il avait un alibi solide pour le moment supposé du meurtre. De plus, on ne pouvait pas lui imputer les empreintes de pneus et de chaussures à ce stade de l'enquête. D'après les informations obtenues des prostituées travaillant à Fortitude Valley, un autre suspect a retenu notre attention. Il s'agissait d'un homme qui s'en prenait à ses filles. Il les agressait et vendait de la drogue. Les recherches effectuées sur cet homme nous ont appris qu'il venait de sortir de prison pour une agression grave à l'arme blanche. Possédant chacun un solide alibi, les deux premiers suspects sont disculpés. Dans l'état actuel de l'enquête, les experts concentrent leurs efforts sur les maigres indices mis à leur disposition. Les empreintes de pneus et de semelles de bottines relevées sur la scène de crime, et heureusement pour eux, une troisième preuve matérielle vient bientôt compléter leur liste. On nous a informé qu'un échantillon d'ADN avait été obtenu à partir d'une tache de sperme localisée sur le haut que Jasmine Cratern portait quand on l'a retrouvée. On pensait que le sperme provenait très certainement d'un client et on espérait que ce client soit également l'agresseur. On a ensuite comparé cet ADN à ceux de notre base de données, mais il n'y a eu aucune correspondance. On avait donc un ADN inconnu. On a établi une liste des clients réguliers de Jasmine. Ils se sont volontairement soumis à des tests ADN, ce qui nous a permis de les éliminer des personnes potentiellement suspectes. Il y avait deux scénarios possibles. Jasmine avait été tuée soit par une personne qu'elle connaissait, soit par un étranger, un client rencontré ce soir-là. À ce stade de l'enquête, on était pratiquement sûr d'avoir fait le tour des clients de Jasmine et de les avoir écartés en tant que suspects. Il s'agissait donc d'un étranger, quelqu'un que Jasmine ne connaissait pas, un client rencontré ce soir-là. Les inspecteurs de police se sont tous réunis à la réserve de Deepwater Bend, où un employé municipal a retrouvé le corps de cette femme ce matin à 7h30. 6 mois plus tard,
une autre prostituée rencontre le même client. Elle était attachée face contre terre. On voyait qu'elle avait reçu des coups de couteau. Les employés ont eux-mêmes délimité la scène de crime. On s'est dit qu'il valait mieux délimiter cette zone qui était manifestement la scène du crime. La police estime que le corps n'était pas là depuis longtemps. Selon toute probabilité, le corps n'était là que depuis quelques heures. Le corps a été retrouvé sur le parking et gisait face contre terre. Elle était complètement nue et ne portait qu'une sandale au pied gauche. Elle avait de nombreuses blessures par arme blanche dans le dos, la poitrine et les flancs. On a obtenu une image numérique à partir des empreintes digitales de la victime et on a pu l'identifier comme étant Julie McCall, une prostituée de Brisbane de 42 ans. Elle avait les jambes, la taille et les mains liées par des cordes. Elle avait les yeux bandés et était bâillonnée. Julie McCall a reçu 24 coups de couteau. Et comme Jasmine Cratern, certaines de ses blessures sont profondes de 16 cm. Mais cette fois, l'agression a été moins frénétique. Les cordes n'ont pas été endommagées, ce qui montre que l'agresseur a agi de façon méthodique et réfléchie. Cependant, ces cordes se révèlent être une piste possible. La façon dont les cordes étaient attachées et le métier de Julie McCall indiquaient qu'il s'agissait peut-être de bondage et que la personne ayant utilisé ces cordes était expérimentée. On estimait que ces cordes appartenaient à l'assassin. Ce n'est pas le genre de choses qu'une prostituée assurait dans l'attente d'un éventuel client adepte du bondage. On pensait qu'un examen scientifique de ces cordes nous guiderait vers leur propriétaire et peut-être au meurtrier. Après examen, on a découvert que la corde utilisée pour attacher Julie était une corde de coton tressée très répandue. Et au bout de la corde, utilisée pour lui attacher les poignets, il y avait un clip pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Même s'il s'agit d'une corde des plus classiques, elle n'est pas vendue avec ces clips, ce qui est une bonne nouvelle pour les enquêteurs. Les clips ont été fermés à l'aide d'un outil. Il ne nous restait plus qu'à trouver cet outil à partir des traces qu'il avait laissées. Les indices recueillis sur les deux scènes de crime présentent-ils des points communs? Les preuves vont-elles se compléter pour conduire les enquêteurs à attribuer les meurtres des prostituées au même agresseur? Enfin, le chèque retrouvé près du corps de Julie McCall offre-t-il une chance inespérée de pouvoir l'identifier? C'est un bon mobile. Il a recours au service de cette femme et elle lui dérobe son argent. Quand on a retrouvé le corps de Julie McCall, j'ai immédiatement pensé au pire. J'étais chez moi quand j'ai reçu un appel et je me suis tout de suite senti mal, en me disant que c'était le même agresseur qui avait encore frappé. Je savais combien l'enquête sur le meurtre de Jasmine avait été difficile et c'était reparti pour un tour. Aucune empreinte de chaussures ou de pneus n'a été retrouvée au cours de l'examen minutieux des lieux autour de la victime et dans le parc. C'était probablement dû au fait qu'il avait plu la nuit du meurtre. À proximité du corps, on a retrouvé un chèque froissé. Ce chèque appartenait à quelqu'un. C'était un énorme progrès dans notre enquête puisqu'on allait pouvoir identifier la dernière personne à avoir vu la victime. On a retrouvé le propriétaire et mis son domicile sous surveillance. À son retour, on l'a intercepté et on l'a longuement interrogé. Il nous a expliqué ses relations avec la victime et nous a dit qu'avant le meurtre, il avait eu recours à ses services. Il pensait avoir été drogué et qu'on lui avait volé des chèques. On s'est dit que c'était un mobile pour cet homme. Il a recours au service d'une prostituée et elle lui vole son argent. Mais il nous a fourni un alibi sur son emploi du temps cette nuit-là et on a pu vérifier ses dires. On a également été en mesure de vérifier sa version des faits sur les chèques volés. Et donc à ce stade de l'enquête, on n'avait plus de quoi poursuivre. Mais on ne l'écartait pas pour autant de l'affaire. Il fallait pousser l'enquête plus loin et explorer toutes les possibilités. Généralement, ils sillonnent les rues la nuit à la recherche de clients. Mais elles craignent d'être la prochaine victime d'un tueur en série qui agit la nuit. Ça peut être n'importe qui ici, on ne peut pas savoir. Il y a plein de mecs bizarres, c'est plus sur le jour.
Quand Julie a été retrouvée morte, les médias se sont emparés de l'affaire. Ils ont émis l'hypothèse d'un tueur en série. Notre plus grande peur était qu'une personne s'en prenant aux prostituées soit dans la nature. On avait maintenant 2 meurtres de femmes poignardées à mort en l'espace de 6 mois. Il était fortement possible que cette personne frappe à nouveau. On a donc décidé que la façon la plus efficace d'enquêter sur ce meurtre et celui non élucidé de Jasmine Cratern était de mettre en place une cellule spéciale sur ces affaires. Le nom de code de ce détachement spécial était Midas. Il a été créé pour résoudre ces 2 affaires de meurtre et 2 autres cas similaires datant de 1998. Le meurtre de Elizabeth Henry et le passage à tabac de Karen Rickmile. Au départ, les enquêtes seront traitées séparément. Mais il est encore trop tôt pour dire si nous recherchons une ou plusieurs personnes. Une prostituée pense avoir la réponse, du moins pour le meurtre de Julie. Jacinta estime être la dernière personne à avoir vu son amie en vie et à avoir rencontré son assassin. Jacinta nous a dit qu'elle avait bavardé avec Julie vers 2h30 du matin sur Hendrick Street, à Fortitude Valley. Elles ont eu une conversation banale sur le temps, ce genre de choses. Et 20 minutes plus tard, un homme a abordé Jacinta. Ils ont discuté ensemble et il lui a demandé quelque chose de particulier. Il est ensuite entré dans les détails et lui a dit qu'il voulait l'attacher. Mais ça ne l'intéressait pas, elle est donc descendue du véhicule et l'homme est parti en lui disant qu'il reviendrait. Plus tard, Jacinta est allée là où Julie travaillait, mais elle n'y était plus. Jacinta a décrit le conducteur du véhicule comme étant un homme de type caucasien, à la peau blanche, d'environ 40-45 ans, bedonnant. Il avait une moustache, il était joufflu et il portait un polo bleu marine. Ce témoin permet à la police de dresser un portrait robot du suspect. Jacinta fournit aussi une description de la voiture. Jacinta a décrit un pick-up à double cabine parce qu'elle m'a dit qu'en montant à l'avant, côté passager, son ami a pris appui sur le trottoir avec sa jambe gauche. Ça ne correspondait pas à un modèle de 4x4 qui aurait un marchepied. Selon elle, l'intérieur était de la même couleur que la carrosserie et le véhicule était immatriculé dans l'État du Queensland. Les policiers procèdent de la même façon que dans l'affaire Cratern et se procurent toutes les vidéos de surveillance des environs afin d'identifier le véhicule et surtout son numéro d'immatriculation. Par chance, on a trouvé un véhicule correspondant à la description qui sillonnait les rues ce soir-là. Le pick-up apparaît 3 fois sur les vidéos et on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Mais à cause de la mauvaise qualité des images et de la pluie, on n'a pas pu identifier sa plaque d'immatriculation, ni même la marque et le modèle. On est donc allé voir plusieurs concessionnaires avec des photos afin qu'ils puissent identifier la voiture. Après avoir épluché de nombreux modèles et de nombreuses marques, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il s'agissait vraisemblablement d'un modèle de pick-up Triton MK sorti entre 1996 et 2001. En parvenant à mettre un nom sur le véhicule probablement utilisé par le tueur récidiviste, les policiers viennent de franchir une étape importante. Mais pour en avoir confirmation, ils doivent être en mesure de démontrer que les empreintes laissées par les pneus d'un pick-up Triton MK sont les mêmes que celles relevées sur la scène du premier crime. On a comparé l'écart des pneus d'un Triton MK avec celui qu'on a retrouvé sur les lieux du meurtre de Jasmine Cratern, et ils étaient similaires. C'était un nouvel indice qui nous laissait penser que les 2 meurtres étaient liés, et que donc on devait rechercher un seul et même coupable. La police pense que l'assassin de Julie McCall conduisait ce pick-up. Le véhicule a été filmé seulement 90 minutes après que Julie a été vue dans la rue. La police estime que le conducteur est également coupable du meurtre de Jasmine Cratern 6 mois auparavant. Les inspecteurs chargés de l'affaire découvrent que les empreintes de pneus du Triton MK sont identiques à celles retrouvées à l'endroit où Jasmine a été tuée. C'est une bonne nouvelle, mais il reste encore à trouver quel type de pneu a laissé ses marques.
Nous avions fait notre enquête auprès des fabricants de pneus, mais il fallait explorer toutes les possibilités. On s'est donc tourné vers ceux qui rechappent les pneus. Ils nous ont dit que ce n'était pas du tout un pneu rechappé, mais que c'était peut-être un pneu bas de gamme importé. On s'est rendu chez un importateur, on lui a demandé si on pouvait jeter un œil sur quelques pneus, car on connaissait la forme laissée par les rainures à l'envers et d'avant en arrière. En traversant l'entrepôt, on a trouvé le pneu, mais c'était un pneu importé de Chine depuis 2000, uniquement en Australie. Le gérant en était l'unique revendeur, et seuls environ 2000 pneus avaient été importés et vendus en Australie. L'enquête piétinait depuis quelques mois, mais là on avait fini par trouver une piste qu'on allait pouvoir suivre pour identifier notre coupable. Lequel, parmi les 2000 acheteurs de pneus chinois, est l'assassin des prostituées? Tout en suivant cette piste, les policiers essaient d'établir la liste des propriétaires de pick-up de marque Triton MK. Une nouvelle difficulté surgit. Il existe plusieurs modèles de ce véhicule. Certains possèdent une double cabine et d'autres pas. Pour faire le tri, les enquêteurs essaient de découvrir sur les bandes de télésurveillance des marques de différenciation. On cherchait un moyen de réduire nos recherches. Les vidéos de surveillance montrent que le véhicule avait été personnalisé. On pouvait remarquer des décorations sur le côté et une antenne de CB. Il y avait également des feux anti-brouillard, une barre pare-choc Safari et un pare-brise arrière en plexiglas de la même couleur que le véhicule. On a utilisé ces éléments pour affiner nos recherches. On s'est tout d'abord focalisé sur les véhicules au nord de Brisbane, car les deux endroits où on a retrouvé les corps étaient situés sur la même route allant vers la rivière de Brisbane, tout droit vers la Sunshine Coast. Après avoir enquêté sur les véhicules au nord de Brisbane, les inspecteurs croisent sur leur route un véhicule similaire qui se dirige en sens inverse. Il est identique à celui qu'ils recherchent. À ce moment-là, on a été tenté de poursuivre la voiture, mais le temps qu'on trouve une sortie et qu'on fasse demi-tour, elle était déjà loin. Les policiers ont-ils aperçu par hasard le pick-up appartenant au meurtrier? C'est probable. Encouragés par cette découverte, ils obtiennent du constructeur la liste des acheteurs du modèle à double cabine. Et du coup, le nombre de suspects diminue radicalement. Il ne reste plus que 160 véhicules dans l'État du Queensland à correspondre à ce critère, dont seulement 26 circulent dans les quartiers nord de Brisbane. Il y en avait un en particulier. J'ai fait des recherches sur ce véhicule et j'ai découvert qu'un homme, Francis Michael Fahey, avait eu une amende. Je me suis renseigné sur ce monsieur Fahey et j'ai trouvé qu'il avait été condamné pour escroquerie et qu'il y avait une photo de lui en prison. On l'a su procurer et je l'ai comparé au portrait robot. Il y avait une ressemblance. On s'est donc rendu chez lui à Narangba. Un pick-up Triton MK gris identique à celui qu'on recherchait était garé devant la maison. Il était décoré, il avait une antenne de CB et un pare-brise du même gris que la carrosserie. La voiture faisant face au garage, on ne pouvait pas voir si elle avait des feux anti-brouillard ou un pare-choc Safari à l'avant. Mais on était satisfait de trouver la voiture qu'on avait vue sur les vidéos de surveillance. Ensuite, on est rentré et on a placé le véhicule sous surveillance. En le suivant, on s'est rendu compte qu'il fréquentait la réserve de Deepwater Bend à Bald Hills, là où on avait retrouvé le corps de Julie McCall. Une équipe de surveillance a remarqué qu'il avait une paire de boots dans sa voiture. Les inspecteurs se renseignent alors pour vérifier si Francis Fahey est le propriétaire de ces boots. Maintenant qu'ils ont un suspect sérieux, ils ne veulent pas ruiner leur chance en allant trop vite, ni lui parler sans avoir suffisamment de preuves.
Francis Fahey avait travaillé pour les services ambulanciers du Queensland. On s'est renseigné auprès d'un vendeur qui nous a certifié qu'à un certain moment, ces chaussures étaient fournies aux ambulanciers. On s'est ensuite penché sur l'incarcération de Fahey à la prison de Rockhampton. Ils nous ont envoyé la liste des effets personnels qu'il avait sur lui quand il a été incarcéré, et on a pu constater qu'il portait des boots. Nos équipes de surveillance nous ont confirmé que les pneus du véhicule de Fahey étaient les mêmes pneus importés de Chine dont on avait retrouvé l'empreinte sur les lieux du meurtre de Jasmine Cratern. On était de plus en plus convaincus que les meurtres de Julie McCall et Jasmine Cratern étaient liés comme on l'avait pensé. À ce stade de l'enquête, on avait donc établi que Fahey possédait et portait des boots, que sa voiture avait des pneus importés de Chine qui correspondaient aux empreintes retrouvées sur les lieux du crime et qu'il connaissait la réserve de Deepwater Bend. La seule pièce manquante au puzzle dans notre enquête était l'ADN. Fahey était sous surveillance et on a récupéré un de ses mégots de cigarettes pour le faire analyser. Les résultats ont révélé que son ADN correspondait à celui retrouvé sur le haut de Jasmine Cratern. Les inspecteurs retournent alors voir la prostituée qui a prêté ce haut à Jasmine. Ils veulent vérifier si elle portait ce haut lorsqu'elle travaillait et si Francis Fahey a été un de ses clients, ce qui expliquerait pourquoi on a retrouvé son sperme dessus. René s'est rendu compte que ce haut ne lui appartenait pas. De plus, ce qu'elle va raconter aux policiers va se révéler très important à ce stade de l'enquête. En parlant avec René de ce haut, on a compris par hasard qu'elle avait failli être assassinée par un client. On lui a montré des photos parmi lesquelles figurait celle de Francis Fahey, et elle nous a dit qu'il avait été son client début 2002. Soit 6 mois avant la mort de Jasmine. René nous a dit qu'elle est montée avec Fahey alors qu'elle se prostituait sur Brunswick Street à Fortitude Valley et qu'il s'était dirigé au nord de Brisbane. Elle nous a dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels dans sa voiture et qu'au moment où elle s'était redressée, il lui avait montré des menottes et s'était présenté comme un inspecteur des impôts et qu'elle était en état d'arrestation. Il a essayé de la menotter à l'intérieur de sa voiture, mais elle lui a échappé. Il l'a poursuivi et a tenté de l'écraser. Lorsque les inspecteurs ont appris ce qui était arrivé à René, ils ont compris que Francis Fahey devenait de plus en plus violent. Il a commencé par tenter d'écraser René et 6 mois après, il a poignardé 14 fois Jasmine Cratern. Il a ensuite assassiné Julie de plus de 22 coups de couteau. Il était clair que sa violence augmentait. 3 mois se sont écoulés depuis la mort de Julie et la police estime avoir réuni suffisamment de preuves à charge pour lancer un mandat d'arrêt contre Michael Fahey. Dans l'espoir de récolter des indices supplémentaires, il perquisitionne son domicile en employant les grands moyens. La perquisition effectuée par plus de 50 officiers de police ce matin à 5h30 était orchestrée par le détachement spécial qui a enquêté sur les meurtres de prostituées de Fortitude Valley, Julie McCall, Elizabeth Henry, Jasmine Cratern et la tentative de meurtre sur Karen Ann Redmile. Les occupants de la maison sont actuellement interrogés et coopèrent avec les services de police pour faire avancer l'enquête. Nous faisons partie du détachement spécial appelé Midas, qui enquête sur les meurtres de plusieurs prostituées dans la région de Fortitude Valley entre 1998 et maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui. On est allé au commissariat pour participer à l'interrogatoire filmé de Fahey concernant les meurtres des prostituées. Il était très calme et prudent. Sur le trajet, vous m'avez dit que vous alliez souvent dans la vallée. J'y allais, oui. D'accord.
Il a expliqué qu'il était allé à cet endroit tard le soir parce qu'il s'inquiétait pour une de ses proches qui allait souvent là-bas. D'après ce que je sais, elle ne touchait rien de la sécurité sociale. Il fallait bien qu'elle trouve de l'argent. J'ai tout de suite pensé à ça parce qu'elle allait là-bas. Alors j'ai pensé qu'elle vendait ses services. Et ces filles vous ont parlé? Non. Je crois que vous m'avez dit que ça les a agacées quand elles ont compris que vous n'étiez pas un client. Ouais. Très bien. Et vous m'avez dit dans la voiture ne jamais avoir été voir des prostituées dans le coin. Non. Et vous ne connaissez ni Jasmine Craterne, ni Julie McCall qui travaillait là-bas. Non. Mais je me souviens que vous m'avez dit qu'à une ou deux reprises, les filles sont montées dans votre voiture pour discuter, c'est ça? Les nuits sont souvent pluvieuses ici, ouais. Enfin, je suis pas une ordure, c'est vrai. Si quelqu'un s'approche pour venir discuter, pas de problème. Ils peuvent s'asseoir dans ma voiture parce que je suis le seul à pouvoir savoir ce qui se passe avec ma belle-fille. Il était clair que les explications fournies par Faye visaient à justifier pourquoi il allait dans la vallée. C'est pour ça qu'il nous a expliqué sa présence là-bas. Et au cas où on trouverait quelque chose dans son véhicule le reliant à une prostituée, il nous a raconté que lorsqu'il pleuvait, elle venait s'asseoir dans sa voiture. Je leur ai dit que j'étais pas intéressé, mais je leur ai demandé si elles pouvaient me rendre un service. Elles m'ont regardé en me disant qu'elles faisaient de faveur à personne. Je leur ai dit qui je recherchais, elles m'ont répondu qu'elles ne l'avaient pas vu. Vous vous rappelez ce que vous leur avez dit d'autre ou ce qu'elles vous ont dit? En fait, elles m'ont parlé des tarifs pratiqués dans le coin. J'en ai un vague souvenir. Au cours de l'interrogatoire, Faye nous a ouvertement dit qu'il allait à Deepwater Bend, qui est l'autre scène de crime. Il a expliqué qu'il y allait pour pêcher. Alors, où est-ce que vous vous installiez pour pêcher dans la rivière? Expliquez-nous ça. J'allais à Deepwater Bend. Je préfère pêcher dans des eaux protégées parce qu'il y a plus de poissons. J'aime les endroits éloignés de ces tarés avec leurs jet skis et leurs skis nautiques. C'est pour ça que j'aime aller pêcher dans ce coin-là. Là encore, c'était sa façon de se justifier en nous expliquant pourquoi il était là-bas, en nous disant qu'il y allait pour pêcher. À l'évidence, Faye présume que les policiers ont déjà récolté quelques preuves de sa culpabilité. C'est pourquoi plutôt que de nier en bloc, il tente de justifier, comme il peut, sa présence sur les scènes de crime. Il ignore que les experts vont bientôt le confondre grâce aux traces des pneus de son pick-up, à l'empreinte des semelles de ses boots, à l'ADN de son sperme retrouvé sur le corsage de Jasmine et bientôt à la découverte de l'arme du crime. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au mois de février, vers le 26 février? C'est le jour où Julie McCall a été assassinée. Dites-nous ce que vous faisiez ce jour-là et où vous étiez. J'en ai pas la moindre idée, je sais pas. C'était quel jour de la semaine? C'était un mercredi. Donc c'était dans la nuit du mardi au mercredi. Eh ben, le mardi soir, je devais être chez moi en train de regarder la télé, je crois. Cela fait 4 heures que Faye est en garde à vue. Et à aucun moment, il ne montre de signe de faiblesse. Elle s'appelait Jasmine Craterne. Vous l'avez déjà vue? Non. La police a déjà un nombre considérable de preuves contre lui, concernant les 2 meurtres. Mais elle espère en trouver davantage à son domicile. Il faut qu'on attende d'avoir les résultats de certains tests en espérant que ce soit déjà fait. Ce ne sera plus très long, mais on va suspendre l'interrogatoire. La première chose qu'on a remarquée était une paire de boots. En fait, il y en avait 2 devant la porte d'entrée. On les a prises pour les faire analyser. Les dimensions et la taille des chaussures ainsi que l'usure de la semelle correspondaient parfaitement aux empreintes retrouvées près du corps de Jasmine. On a retrouvé une goutte de sang sur la chaussure gauche. On l'a fait analyser et c'était celui de Jasmine Craterne.
On a retrouvé un bateau dans le garage qui avait un moteur hors-bord attaché avec une corde. Cette corde s'est révélée être identique à celle utilisée pour attacher Julie McCall. Il y avait également un clip au bout de la corde. On a aussi retrouvé une pince. On a pris ces empreintes avec du plomb et on les a comparées au microscope à celles retrouvées sur le clip de la corde ayant servi à attacher les poignets de Julie McCall. Les empreintes se sont révélées parfaitement identiques. La preuve la plus évidente qu'on a trouvée au domicile de Francis Fahey était une baïonnette. Les dimensions de l'arme coïncidaient avec les blessures observées sur les corps de Jasmine et Julie. Pendant la perquisition, l'interrogatoire a été suspendu un long moment. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à parler. Vous voulez de l'eau ou du café? Non, j'ai ce qu'il faut. Là, on a senti que Fahey avait du mal à coller à sa version des faits. Il devait se douter qu'on allait trouver des preuves accablantes de sa culpabilité pour ces deux meurtres. Ça devenait trop lourd à porter. C'est là que Fahey nous a fait rappeler dans la salle d'interrogatoire. On vient de me demander de revenir vous voir parce que vous vouliez me parler. Ouais. Alors de quoi voulez-vous me parler cette fois? Je veux vider mon sac. Est-ce que ça a un rapport avec notre discussion de ce matin? Ouais. Je veux vous faire des aveux pour ce qui s'est passé à Kendra et à Deepwater Bend. Fahey s'est mis à parler du meurtre de Jasmine Craterne. Il nous a expliqué qu'il l'avait emmenée dans la vallée cette nuit-là. Quand cette fille s'est approchée, elle m'a demandé si je voulais de la compagnie. Je lui ai répondu ouais, que j'étais pas contre un peu de compagnie. Elle m'a donné ce tarif, 50 € pour une fellation. Ça m'intéressait, j'ai accepté. On s'est garé sur un terrain vague. Je l'ai d'abord payé. Je lui ai donné les 50 €. Et on s'est mis à l'arrière du véhicule et on a eu un rapport. Le préservatif s'est déchiré. Et après, tout ce dont je me souviens, c'est d'être en train de rouler comme un fou. La deuxième, j'étais là où c'est ouvert tard la nuit. Je me suis pris un café et un truc à manger. Mais je me rappelle plus quoi. Je me suis garé dans une rue plus calme, du côté droit de la route, je crois, contre le mur. Je me suis arrêté là pour finir mon café. Et une fille a frappé à la fenêtre pour me proposer ses services. Elle me proposait une fellation pour 25 € et je me suis dit... Elle s'est assise à côté de moi pendant que je buvais mon café et elle a commencé à me demander ce qui me plaisait. Des trucs dans le genre. Je lui ai parlé de bondage. Et elle m'a proposé d'aller chez elle. Je lui ai dit non, pas chez elle. J'aurais pas été bien. Et alors le seul endroit auquel j'ai pensé, c'était Deepwater Bend. Je lui ai proposé et elle était d'accord pour y aller. Elle m'a dit qu'avec ce temps, elle aurait pas beaucoup de clients ce soir. On est allé là-bas et je me rappelle l'avoir attachée et qu'elle m'a fait une fellation. Et ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est de m'être arrêté sous le pont, de nettoyer le sang que j'avais sur les jambes et de vomir toutes mes tripes. Je me rappelle de ça. Ces deux femmes ont été poignardées à mort. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer comment ça s'est passé? Bah apparemment je les ai poignardées, mais je m'en rappelle plus trop. Vous vous souvenez de ce que vous leur avez fait? J'avais une baïonnette dans la voiture, je m'en servais avant, quand je chassais le cochon. C'était bien pour tuer le cochon.
Je vous ai montré ces photos tout à l'heure et vous m'avez dit que vous ne les connaissiez pas. Je vais vous les montrer à nouveau. C'est Julie McCall et Jasmine Craterne. Alors vous ne vous en souvenez toujours pas? Apparemment c'est elle, mais je les ai jamais vraiment regardées. Je m'en foutais. Pendant l'enquête et les interrogatoires, la police a écarté la responsabilité de Fahey dans le meurtre d'Elizabeth Henry et de celui de Karen Redmile, qui est morte des suites de ses blessures. Ces deux affaires n'ont pas été élucidées. Francis Fahey a été accusé d'homicide sur les personnes de Jasmine Craterne et de Julie McCall. Le procès a débuté en septembre 2005 et a duré 3 semaines. La défense de Francis Fahey a choisi de ne pas se servir des preuves à décharge. Le jury a délibéré pendant 6 heures et l'a reconnu coupable pour les 2 meurtres. Francis Fahey est condamné 2 fois à une peine de prison à perpétuité, soit au moins à 25 ans de réclusion. Si son comportement est jugé satisfaisant par l'administration pénitentiaire, il devra attendre l'année 2028 avant de pouvoir demander une mise en liberté conditionnelle. Il sera alors âgé de 78 ans. Les inspecteurs qui ont contribué à l'arrestation du second tueur en série du Queensland se réjouissent du verdict. Maintenant que cette enquête difficile est terminée, nous espérons que les familles des victimes pourront faire leur deuil. Les empreintes de chaussures de Fahey ont été retrouvées à l'endroit où a été assassinée Jasmine Craterne. Des analyses médico-légales ont permis d'affirmer qu'il s'agit des boots de l'ambulancier. Le nom de Midas donné à la cellule spéciale était prophétique puisque tout ce que nous touchions se transformait en or en termes de preuves. D'un point de vue médico-légal, c'était l'enquête parfaite. Toutes les preuves qu'on a trouvées ont été concluantes. C'était très satisfaisant pour les membres du détachement spécial et pour l'ensemble de la police que Francis Fahey soit reconnu coupable de ces meurtres. Je reste persuadé que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait continué. Vous vous sentez mieux maintenant? D'un côté oui, mais de l'autre non. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé? Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai passé ma vie à sauver des vies. Et je les ai tués, mais je ne sais pas pourquoi. Lors de son procès, Francis Michael Fahey a plaidé son irresponsabilité dans les 2 meurtres de 2 prostituées, arguant que son dégoût de la violence aurait dû l'empêcher de commettre des actes d'une telle barbarie. Il a reconnu s'être nettoyé du sang de ses victimes, mais affirme n'avoir aucun souvenir de les avoir tailladées à mort avec sa baïonnette. La famille de Fahey a attribué ces crimes au traumatisme qu'il aurait subi quand il était ambulancier, à son état psychique délabré et à sa consommation excessive d'antidépresseurs. Détail navrant. Pour avoir escroqué l'assurance maladie, Fahey aurait dû se trouver en prison la nuit du second meurtre. Sachez encore que Jacinda Horn, la prostituée qui avait fourni aux policiers des informations essentielles pour l'arrestation du prédateur, a reçu une prime de 100 000 $ avant d'être à son tour arrêtée pour avoir laissé traîner une seringue de drogue dans la rue et résister à un contrôle d'identité. Ainsi s'achève cette émission. Merci de vous être fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle enquête impossible. C'est génial. Échange de maison avec une autre famille.